La véritable histoire du comte de Monte Cristo, partie 2. Une dame se présente au café Loupian et demande le propriétaire. Elle lui confie que sa famille était redevable des services éminents à un pauvre homme ruiné par les événements de 1814, mais si désintéressé qu'il ne voulait recevoir aucune récompense. Il souhaitait seulement entrer, comme garçon limonadier, dans un établissement où il serait traité avec égard. Il était plus jeune, il paraissait avoir 50 ans. Or, pour déterminer M. Loupian à le prendre, on donnerait au maître 100 francs par mois à l'insu du garçon. Loupian accepte. Un homme se présente, assez laid et mal vêtu. La dame du lieu, Madame Loupian, l'examine attentivement, croit retrouver dans ses traits une figure de connaissance, mais, perdu au milieu de ses souvenirs, n'y saisit rien qui la satisfasse, et oublie cette circonstance. Le lendemain se passe sans qu'il paraisse davantage. Que fait-il ? Guilhem Solari promet de savoir le motif de son absence. Il retourne au café vers 9h du soir, et tout consterné, raconte que, sur le pont des Arts, à 5h du matin, le corps de l'infortuné Chobard a été trouvé percé d'un coup de poignard. L'arme est restée dans la blessure, et sur le manche, on a lu ces mots formés au moyen des lettres imprimées numéro 1. Les conjectures ne manquèrent pas. Dieu sait toutes celles que l'on fit. La police remua ciel et terre, mais le coupable échappa à toutes les investigations. Quelque temps après, un superbe chien de chasse appartenant au chef du café fut empoisonné, et un jeune garçon déclara avoir vu un client jeter des biscuits à la pauvre bête. Ce jeune homme donna le signalement du client. On reconnut un ennemi de Loupian qui, pour se moquer, venait dans le café où Loupian était en quelque sorte à ses ordres. Un procès fut intenté au malfaisant client, mais il prouva son innocence en faisant constater un alibi. Il était courrier suppléant des Malpostes et, le jour du délit, il arriva à Strasbourg. 2 semaines après, le perroquet favori de Madame Loupian subit le sort du chien de chasse et fut empoisonné avec des amandes amères et du persil. On recommença les recherches, elles furent sans résultat. Loupian, d'un premier mariage, avait une fille âgée de 16 ans. Elle était belle comme un ange. Un merveilleux la vit et devint fou, dépensa des sommes extravagantes pour gagner à ses intérêts les garçons de café et la bonne de la demoiselle, et, s'étant ménagé aussi de nombreuses entrevues avec l'intéressante personne, la séduisit en se donnant pour marquis et millionnaire. La demoiselle ne s'aperçut de son imprudence que lorsqu'il fallut élargir son corset. Alors, elle avoue à ses parents sa faiblesse, irréparable désespoir. La famille en parle au monsieur. Il vante sa fortune, consent au mariage, montre des actes de famille, des titres de propriété. La joie renaît chez les Loupian. Bref, le mariage se fait et l'époux qui veut des noces splendides a commandé pour le soir un repas de 150 couverts au cadran bleu. À l'heure indiquée, les convives arrivent, mais le marquis ne se trouve point. Une lettre cependant arrive. Elle annonce que, mandé par le roi, le marquis s'est rendu au château. Il s'excuse de son retard, prie qu'on dîne sans l'attendre et sera rendu auprès de sa femme à 10h. On dîne donc, mais sans l'aimable gendre. Mauvaise humeur de la mariée qu'on félicite sur la position glorieuse du mari. 2 services sont dépêchés. Au dessert, un garçon met une lettre sur l'assiette de chaque convive. On apprend que le mari est un galérien libéré et qu'il a pris la fuite. La consternation des Loupian est affreuse, et cependant il ne voit pas clair dans ses malheurs. 4 jours après, un dimanche, pendant que toute la famille est à se distraire à la campagne, le feu est mis à 9 endroits différents dans l'appartement situé au-dessus du café. Des misérables accourent sous prétexte de secours, pillent, volent, brisent, dévastent. Les flammes gagnent la maison et la consument. Le propriétaire exerce un recours contre Loupian. Celui-ci est complètement ruiné. Il ne reste plus à ce malheureux époux qu'un peu de bien du côté de la femme. Toutes les valeurs d'argent comptant, d'effets publics et de mobilier ont été détruites ou volées dans le désastre qui les a atteints. Les Loupian, en conséquence, sont abandonnés de leurs amis. Un sculpteur demeure fidèle. Le vieux garçon prospère. Celui-là ne veut pas les quitter. Il les suivra sans gage, se contentant de partager le pain de ses maîtres. On l'admire, on le prône, et un nouveau mais très modeste café est établi rue Saint-Antoine. Là vient encore Solari, qui, un soir, en rentrant chez lui, est pris de douleurs atroces. On appelle un médecin.
Celui-ci déclare Solari empoisonné, et malgré tous les secours, l'infortuné meurt dans les plus terribles convulsions. 12 heures après, lorsque, selon l'usage, la bière fut exposée sous la porte d'entrée de la maison où logeait Solari, on trouva sur le drap noir qui recouvrait le coffre un papier où ces 2 mots sinistres étaient inscrits au moyen de caractères imprimés « Numéro 2 ». Outre la fille, dont la destinée avait été si malheureuse, Loupian avait un fils. Ce jeune garçon, poursuivi par de mauvais sujets, séduit par des créatures publiques, lutta d'abord et finit par se livrer à la débauche. Une nuit, ses camarades proposent une farce. Il faut enfoncer un magasin de liqueurs, en enlever 12 bouteilles, les boire et les payer le lendemain. Eugène Loupian, déjà à moitié ivre, bat des mains à ce beau projet. Mais au moment où la porte a été crochetée, quand les flacons ont été choisis, que chacun de la bande en a mis 2 dans ses poches, la police, avertie par un faux frère, survient. Les 6 coupables ou imprudents sont arrêtés, et un jugement pour vol de nuit avec effraction est rendu contre eux. La pitié royale sauva au jeune homme l'infamie, malgré des efforts d'argent et de séduction tentés pour détourner la clémence du souverain. Le fils Loupian eut à subir 20 ans de prison. Cette catastrophe compléta la ruine et l'infortune des Loupian. La belle et riche Thérèse mourut de chagrin sans laisser de postérité. Il fallut rendre les débris de la dot. Le malheureux Loupian et sa fille restèrent sans ressource aucune. Alors, l'honnête garçon qui avait des économies les offrit à la jeune femme, mais il mit un prix à ce service et fit de très odieuses propositions à Madame Loupian. Dans l'espoir de sauver son père, et dans leur extrême misère, elle accepta la honte d'un concubinage qui fit descendre la malheureuse au dernier étage de l'avilissement. Loupian existait à peine. Ses malheurs avaient ébranlé sa raison. Un soir, pendant qu'il se promenait dans une allée sombre du jardin des Tuileries, un homme masqué se présente devant lui. « Loupian » lui crie-t-il. « Te rappelles-tu 1807 ?»« Pourquoi ?»« Sais-tu le crime que tu commis à cette époque ?»« Un crime ? Un crime infâme. Par jalousie, tu fis plonger dans un cachot ton ami Picot. Te souviens-tu ? Ah, Dieu m'en punit rigoureusement. Non, mais Picot lui-même, lui qui, pour recevoir sa vengeance, a poignardé Chobard sous les ponts des Arts, a empoisonné Solari, a donné à ta fille un forçat pour mari, et conduit la trame où ton fils est tombé. Sa main tua ton chien et le perroquet de ta femme. Elle incendia ta maison et y poussa les voleurs. C'est enfin lui qui a fait mourir ta femme de douleur, lui dont ta fille est devenue la concubine. Oui, dans ton garçon prospère reconnaît Picot, mais que ce soit au moment où il placera son numéro 3. Le furieux dit, et d'un coup de poignard, atteint si bien au cœur sa victime que Loupian tombe et meurt, ayant pu à peine pousser un faible cri. Ce dernier acte de sa vengeance accompli, Picot songeait à sortir des Tuileries, lorsqu'une main de fer, le saisissant au col, le jeta lui-même par terre auprès du cadavre, et un homme lui lia les mains et les pieds, le bâillonna fortement, puis, l'enlevant dans son propre manteau, l'emporta précipitamment.